la présentation en deux parties. Alors, la première, je vais essayer d'aborder cette question du changement. Et la deuxième, je voudrais aussi parler de la spatialisation de ces changements. Donc, je précise que je suis géographe, que je m'intéresse à la mobilité d'abord dans son contexte spatial autant que social. Donc, comme le sujet abordé est très actuel, les données disponibles sont un peu nombreuses. Donc mes propos seront finalement assez généraux, pas définitifs du tout, dans la mesure où ils ne sont pas appuyés sur des données statistiques qu'on attend, mais qui, quand on les aura, elles seront dépassées, comme d'habitude. Alors, pour ouvrir cette question de la nouveauté, voilà, je suis parti d'abord de la... Alors, donc je vais partir de ce qui est fixe. Alors, on est dans le domaine de l'analyse de la mobilité, on est très, très conservateur en matière de division des motifs et on divise la mobilité par motif, par mode. Et la tripartition est assez classique, presque indo-européenne. On considère les besoins du ménage, le travail et les relations sociales en dehors du travail. Alors, dans ces trois domaines, il y a des évolutions très, très marquées, il y a des tendances de long terme, et puis des bouleversements plus rapides, introduits notamment par la conjoncture économique et aussi par le développement technologique. Donc dans la conjoncture, il y a la croissance faible, la baisse de revenus de ménage depuis 2008, qui ne touche pas le territoire national de la même façon, qui impacte particulièrement les petites villes et donc un segment particulier aussi, j'imagine, du réseau des autocars. Et puis le développement technologique lui-même, lié à la mise en libre accès des données de transport, donc c'est un processus aussi qui met un peu de temps à se mettre en route, mais enfin qui est visiblement bien lancé. Celui-là va plutôt concerner les grandes villes, où les problèmes d'interconnexion et surtout les systèmes de données sont beaucoup plus... fonctionnent beaucoup mieux, donc sont plus faciles à mettre à disposition. Donc ça aussi, ça change beaucoup les choses. Et puis aussi un effort très important des grandes villes surtout pour le développement des transports en commun, donc ce que j'ai appelé rapidement les transports propres, les véhicules en libre service, véhicules en autopartage, etc. Mais tout cela, comme vous le voyez, se différencie très nettement dans l'espace. Alors, donc je reprends rapidement un peu cette répartition des motifs, en rappelant que dans l'analyse de la mobilité, on considère aussi deux segments. Le segment de la mobilité dite locale, courte distance, on prend habituellement le seuil de 80 km à vol d'oiseau autour du domicile, et celui de la mobilité à longue distance. Alors évidemment, les autocars se trouvent donc plutôt du côté de la longue distance, mais quand même vraiment bien près de la mobilité locale. D'autant qu'il y a ce phénomène, certains géographes ont appelé l'expansion de l'espace, lié à l'augmentation des vitesses de déplacement, qui fait que pour chaque individu, finalement, l'espace auquel il peut accéder est de plus en plus grand. On a l'habitude de présenter les transports comme quelque chose qui réduit les dimensions de l'espace, si la Terre était de plus en plus petite, mais en fait, au niveau individuel, l'espace accessible est, lui, de plus en plus grand. Donc, le seuil de 80 km, il avait un sens il y a 30 ans qu'il n'a plus aujourd'hui, et les pratiques évoluent beaucoup. Alors, donc, par rapport aux besoins des ménages, il semble, d'une part, qu'on assiste une sorte de resserrement des déplacements pour achat, des déplacements autour du lieu de résidence, ou des fois aussi autour du lieu de travail.
Ce sont plutôt de mobilité qui prendrait de moins en moins de place dans le temps dévolu à la mobilité. Mais on peut aussi intégrer dans cette catégorie-là les déplacements pour vacances. Et ceux-là, au contraire, vont plutôt partir plus loin, puisque c'est dans les déplacements, enfin vers des destinations étrangères qu'on peut trouver des rapports qualité-prix qu'on ne peut plus trouver en France. Voilà. Et puis il y a un changement de temporalité, bien entendu, entre les déplacements qui se faisaient plutôt en semaine et une concentration, en tout cas pour la population active, de plus en plus clairement le week-end, d'où bien sûr cette demande d'ouverture de pouvoir faire ses achats le dimanche, qui me semble liée à cette tendance. Alors, en ce qui concerne le travail, il semble que les déplacements domicile-travail prennent de plus en plus d'importance dans l'ensemble de la mobilité des actifs, en liaison avec, d'une part, cet éloignement du lieu de travail au domicile, qui est une tendance commencée depuis très longtemps, mais qui se poursuit et qui s'accentue tout particulièrement dans les zones de faible densité et dans un contexte économique défavorable où les actifs peuvent être amenés à chercher des emplois de plus en plus loin de leur domicile. Et les deux actifs d'un ménage peuvent aussi être amenés à aller en chercher dans des endroits totalement incompatibles avec un éventuel covoiturage. D'où ces nouvelles pratiques de travail à longue distance, parfois accompagné d'une seconde résidence pendant la semaine et on revient le week-end. Alors là, c'est vraiment un domaine où on sent bien que la pratique se développe, mais où les données sont extrêmement insuffisantes et ce serait très bien qu'on puisse lancer une enquête là-dessus. Voilà. Alors, pour ce qui est des relations sociales, là, j'avoue que on a une catégorie dans les enquêtes qui est aller voir les parents ou les amis. Donc, évidemment, ces réseaux de relations sociales sont aussi de plus en plus distendus dans l'espace, si bien que la relation n'est pas forcément physique et peut trouver des substituts grâce aux technologies, tout simplement les télécommunications, les réseaux sociaux, Skype bien sûr, ce genre de choses, mais qui laissent peut-être quand même un certain besoin de mobilité inassouvi pour des raisons essentiellement économiques et également de temps. Donc, alors, on peut supposer aussi qu'il y a des changements dans l'organisation de la mobilité. On voit dans les grandes villes un transfert modal assez net entre l'automobile et les transports en commun ou les deux roues. En longue distance, vers l'avion, vers le TGV et le covoiturage. Et puis, comme je l'ai dit, cette dématérialisation de pas mal de motifs de mobilité qui peuvent être assouvis par les technologies de la communication. Alors, ce qui est aussi important à mettre en avant, c'est, je pense, l'optimisation d'une organisation complexe de la mobilité grâce à ce qu'on appelle la capacitation ou l'empowerment de l'usager par toutes les applications sur Internet. Alors, évidemment, ces applications sont d'autant plus efficaces, comme j'ai dit, en milieu dense et bien informés que sont les centres des grandes villes. Alors, le contexte, c'est, comme j'ai dit, la biactivité des ménages.
Donc, un contexte toujours plus tendu pour organiser ces déplacements, une pression temporelle pour les actifs, des distances croissantes. Alors, j'ai beaucoup parlé des actifs, mais il y a une moitié de la population qui, elle, peut conserver des rythmes moins tendus, donc les inactifs, qui on voit arriver donc maintenant dans la population inactive la génération des baby boomers qui se caractérise par une aisance plus grande et donc un développement très fort de la mobilité, en tout cas se voit dans les enquêtes pour les classes d'âge les plus élevées, puisqu'il y a eu cette transition de génération entre une génération plutôt peu mobile et en plus peu nombreuse, remplacée par une génération nombreuse et très mobile. Donc voilà, l'automobile est donc semble diminuer dans les zones les plus denses, mais sa dépendance s'accroît dans les zones les moins denses. Et ça se voit très bien au niveau de l'équipement automobile, où quand vous regardez par exemple par tranche d'unité urbaine, l'équipement automobile continue à augmenter dans les communes dites rurales, moins de 2000 habitants, enfin jusqu'à 10 000 habitants, même jusqu'à 50 000. Et au-delà, les ménages s'équipent de moins en moins en automobile. Vous avez de plus en plus de ménages qui n'ont pas d'automobile, et la bimotorisation, le fait d'avoir une voiture par adulte, par exemple, tend même à diminuer dans les banlieues des grandes agglomérations. Donc là, il y a une différenciation des comportements. Mais le tout, et ça c'est assez surprenant, ça l'était à mon avis, se fait dans un contexte de baisse de l'utilisation de l'automobile. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une sorte de besoin de mobilité qui n'est peut-être plus assouvi et qui peut expliquer, je pense aussi, le besoin d'avoir dans les autocars une nouvelle offre de transport. Excusez-moi, quand vous dites baisse des kilométrages automobiles... ça va être illustré là-dessus. J'étais impatient. Cette baisse peut alors évidemment, de quelle baisse parle-t-on? On peut la mesurer à plusieurs niveaux. Alors au niveau général, il y a eu un plafonnement de la circulation. La CCTN, la Commission des comptes de transport de la Nation, l'a montré depuis donc le début des années 2000. Au niveau des ménages, ce graphique s'est fait au niveau des ménages. Donc ça veut dire qu'il tient en compte à la fois le nombre de véhicules par ménage et le kilométrage usuel annuel de ces véhicules. Et alors ce que vous voyez sur ce graphique est ordonné en fonction des tailles d'unités urbaines. Donc tout en bas, l'agglomération parisienne, que le kilométrage moyen par ménage a commencé à diminuer dès les années 90. Et il est en baisse constante. Alors là, c'est à la fois moins de kilomètres par voiture et moins de voitures par ménage. Mais ce qui est plus nouveau, c'est qu'à partir de 2001, le kilométrage dans les zones les moins denses, donc hors des unités urbaines de 10 000 habitants et plus, il stagne et il décroît même assez nettement, mais à un niveau bien sûr beaucoup plus élevé, puisque c'est à peu près 20 000 km par an par ménage. Donc ça descend partout à des niveaux de plus en plus élevés. Et le moment de basculement est évidemment plus précoce dans l'agglomération parisienne et de moins en moins au fur et à mesure qu'on va vers les zones les moins denses. Alors à ça, il y a plusieurs explications, mais le souci qu'on peut avoir, c'est que les explications qu'on peut donner pour les grandes villes ne sont pas du tout valables dans les campagnes. Et vous n'avez pas de transport en commun qui puisse récupérer la demande de mobilité des campagnes, par exemple. Alors que c'est évidemment ce qui se produit en partie en agglomération parisienne. Donc là, les explications sont peut-être plutôt à aller chercher du côté des changements dans l'activité des populations et puis dans le contexte économique.
Donc un transport à bon marché, effectivement, était nécessaire, sachant que étant donné que le coût de l'utilisation de l'automobile est finalement important quoi, par rapport surtout dans un contexte de baisse de revenus des ménages. Voilà. Plus que j'en suis. Alors, bon, j'ai bientôt fini. Il faut donc garder à l'esprit toute la différenciation spatiale du territoire national. Et là, bon, c'est juste un petit rappel de en gros, c'est la grande région maintenant, Auvergne-Rhône-Alpes, puisque vous avez Lyon à l'est et Clermont-Ferrand à gauche. Donc rappelez-vous qu'on peut être dans un pôle urbain de taille tout à fait variable, avec une extension périurbaine également variable, et puis surtout dans des zones où on est à l'intersection des polarisations des grandes villes, de l'attraction des grandes villes. Alors pourquoi est-ce que je montre ça ? C'est pour mettre en garde un peu contre l'utilisation un peu trop simpliste, notamment dans les statistiques, des catégorisations telles que centre périurbain, citadin, périurbain, grande ville, petite ville. La situation est beaucoup plus complexe et demande des analyses plus régionalisées. C'est ce que disait de toute façon monsieur le précédent intervenant. Chaque implantation de gare est un cas particulier, quoi. Les statistiques vont pouvoir apporter effectivement des cadrages généraux, mais en simplifiant toujours énormément les situations. Donc, je voulais terminer cette présentation en essayant un peu de façon comme l'intervention précédente, me placer dans la question de la localisation des gares, dans la mesure où s'il y a bien une différenciation croissante du territoire entre les zones où l'automobile est de plus en plus indispensable, même si son utilisation n'arrive pas toujours à suivre le besoin, et des zones où l'automobile devient de plus en plus aussi une contrainte, mais parce qu'elle est difficile à utiliser, et que en plus les gouvernements locaux essayent de freiner leur utilisation par la mise en place de modes alternatifs et puis par, monsieur le député faisait référence précédemment, à des mesures de protection de la population contre la pollution. Il pourrait se produire une sorte de situation de fracture qui me semble se localiser à peu près au niveau des zones de densité médiane. Alors les densités médianes, je les ai représentées ici, ces zones un peu jaunes dans les limites des grandes agglomérations. C'est-à-dire qu'il faut bien donc se rappeler cette figure du gradient de densité. Vous avez donc dans les centres des grandes agglos les zones de densité les plus fortes, où l'automobile est de plus en plus difficile à utiliser et où les moyens de substitution sont de plus en plus efficaces. Et puis, une sorte de cassure de ce gradient, puis après ça s'étale. Et donc la zone de cassure correspond à peu près à la densité médiane. C'est-à-dire qu'il y a 50% des gens qui habitent dans des zones moins denses et 50% dans des zones plus denses. Donc, moi, ça me paraît être, je dirais, le lieu, un peu l'espace quasi... qui pourrait bien cadrer avec l'utilisation des autocars, mais sachant que ce sera un lieu qui devrait être accessible depuis le centre par les transports en commun et depuis la périphérie par la voiture. Alors, peut-être nous conduit un peu à des visions un peu à l'américaine, de cette organisation des gares routières ou de l'espace. En tout cas, c'était là-dessus que je voulais conclure ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Paul Hubert. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Jean-Paul Hubert ? Olivier Paul Duboitaine va prendre le micro qui est juste à son côté.
Bonjour. Vous avez été l'un des premiers exploitants de l'enquête nationale transport de 2008 et il y a eu de nombreux travaux qui ont succédé, mais aucun de ces travaux n'a explicité les courbes que vous montriez à propos de la baisse de l'utilisation des voitures par les ménages. Et il y a eu une vraie cassure vers 2001-2002 que tout le monde a pu observer dans les statistiques globales, mais que l'on n'a pas encore expliqué. Il me paraît très important, voire crucial, d'expliquer cette cassure pour savoir où est-ce qu'il faut regarder. Parce que tant qu'on n'a pas l'explication et la compréhension, par exemple en reconstituant l'histoire entre 2014 et entre 1994 et 2008, nous ne saurons pas regarder et on continuera à exprimer la mobilité automobile avec des mythes ou des histoires qui n'ont pas de sens parce que non vérifiées. Et donc ça m'inquiète un peu. Ça fait des années que je plaide en faveur d'une investigation de ce type, mais que ce soit vers l'UPSTAR ou vers le CERTU, puisque ce sont vos deux organismes qui ont la compétence et la capacité de le faire, je réitère cette demande parce que nous en avons tous besoin. Et sinon, nos modèles, nos façons de voir et nos interprétations deviennent fausses ou basées sur des idées dépassées. Je vais peut-être revenir sur le graphique. Vous voyez les deux petites étoiles là-haut, ce sont les dates des enquêtes transport. Donc c'était nos points de référence. Et effectivement, on voyait, en tout cas pour les zones peu denses, que en apparence, l'utilisation d'automobiles était encore croissante. D'ailleurs, c'est le petit tableau en dessous est fait là-dessus. Ce qui fait que dans la première, effectivement, dans ma première exploitation, je disais voilà, la mobilité augmente en voiture, augmente dans les zones peu denses et diminue dans les grandes villes. Bon, depuis, on révise ce jugement. Alors, malheureusement, ça ne va pas nous donner une enquête nationale transport en 2001. Et donc, on ne saura pas ce qui s'est passé au moment du basculement. On n'aura pas un point de... Vous avez des modèles qui permettent de reconstituer l'histoire entre 1994 et 2008 en testant différentes variables. C'est faisable. Ah oui, si, quand on sait ce qu'on veut montrer, effectivement, mais il faut arriver à trouver ce qu'on veut montrer. Et en général, on se sert effectivement des données pour arriver à le trouver. Après, on peut faire les modèles. Mais bien sûr, il se passe... Enfin, c'est une période tout à fait cruciale entre 1994 et 2008. Et on n'a pas encore... Alors, bon, les données sont mal organisées. Enfin, elles ne sont pas faites pour ça. Les enquêtes ménage-déplacement sur les grandes villes, elles s'étalent d'année en année. Donc, on sait... Puis le basculement, comme vous voyez, il ne se fait jamais au même moment. Il faudra faire des modèles, mais enfin, ils ne seront pas si simples. Une autre question, Marc Tasson. Donc, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, je suis directeur général de l'IDRI, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, j'ai une question. Alors, ce ne sera pas sur les transports en commun, mais on avait dit qu'on parlerait aussi du covoiturage. Est-ce que dans les prochaines enquêtes transport, on va mettre un critère justement qui permettra de savoir si les gens se sont déplacés avec un moyen, alors notamment pour l'automobile, un moyen traditionnel de transport automobile avec sa voiture perso, ou par un moyen de covoiturage? Parce qu'il me semblerait très intéressant de savoir justement si on va peut-être constater en 2016 et en 2017 encore une baisse de la fréquentation automobile, non pas parce que les gens vont moins se déplacer, mais parce qu'ils vont plus covoiturer avec Blablacar ou autres dispositifs. Est-ce que ça sera prévu de mettre la case, et si ce n'est pas le cas, il faudrait le faire, covoiturage? Je ne suis pas dans la préparation de la prochaine enquête qui aura peut-être lieu en 2020. Oui. Il faut le temps de la préparer. Hein, Voilà. Mais je serais bien étonné, effectivement, qu'on ne mène pas une case comme ça. J'espère qu'on essaiera aussi pour tout ce qui est de la mobilité urbaine, enfin, et à pied, pédestre, savoir si les gens utilisent des applications ou simplement leur itinéraire sur Google. Enfin, il y a toutes des questions sur la pratique de la mobilité qui sont aussi intéressantes à poser.
Oui, non, on va rajouter. Le problème, c'est que la prochaine enquête devra être faite avec moins d'argent, donc ça veut dire moins de questions, et donc il va falloir supprimer beaucoup de choses. Je pense que le mode covoiturage, d'ailleurs, je pense que dans les enquêtes ménage-déplacement, je ne sais pas si Cyprien Richer peut le dire, on commence à trouver les moyens de le suivre, mais c'est pas évident. Hein. Est-ce qu'il y a une autre question ? Pas de question, monsieur en haut. J'étais sûr qu'il y avait un... Là, vous appuyez juste sur le petit bouton vert, voilà. Vous présentez. Cyprien Richer du CEREMA. Moi, je voulais juste répondre à la question d'avant et puis préciser deux contributions, se faire un peu d'autopromotion. On vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Mobilité en transition. Il y a 300 pages des 3 ou 4 dernières années de recherche entre le CEREMA et l'IFSTAR sur ces questions des mobilités, qui traitent notamment de la question du pick-car. Et puis on peut signaler aussi la thèse de Richard Grimal, toute récente, qui a été soutenue il y a très peu de temps, et qui teste justement toutes les hypothèses, qui explique, qui permet de décortiquer tout en finesse le plafonnement de la mobilité. Donc je pense que c'est deux documents qui peuvent déjà apporter des éléments de réponse. Sûrement d'autres travaux à faire, mais ça peut déjà apporter du grain à moudre. Voilà. Je profite que vous êtes là peut-être pour vous poser la question sur vos hypothèses justement sur ces évolutions de la mobilité automobile, et y compris, et je fais référence peut-être à l'idée d'Olivier Paul Duboitaine, à quoi correspond le boom du covoiturage. Est-ce que vous avez des hypothèses là-dessus ? En fait, je vais en parler un petit peu cet après-midi, mais je pense que les choses sont à observer comme une forme de transition multimodale. C'est-à-dire que, et c'est pour ça aussi que les modes sont assez peu perceptibles dans les enquêtes, c'est qu'en fait on ne compare plus un mode à un autre, comme on pouvait le faire avant avec la question du report modal, la voiture au transport collectif. C'est plutôt la voiture, l'autosolisme quelque part, la voiture propriété a toute une gamme de mobilité, ce qui fait que c'est toujours très très difficile à tester, à observer. Mais à partir du moment où on rentre dans le covoiturage, où on rentre dans l'autopartage, on rentre quelque part dans la multimodalité, et donc on se met finalement en situation d'être client toute une gamme, tout un cocktail de mobilité, ce qui ne nous rend pas personne n'est exclusivement client du covoiturage ou de l'autopartage. On rentre dans une gamme qui est très complexe et qui montre finalement toutes les opportunités qu'on peut avoir grâce à cette vague question de la multimodalité. Sinon, pour aller plus loin sur cette question, je pense qu'il faut vraiment regarder les conclusions de la thèse de Richard Grimal qui apporte des éléments d'analyse très, 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 très intéressants, très soutenus au niveau international sur ces questions-là. Merci, c'était aussi une façon de faire un teasing pour votre propre intervention de cet après-midi. Merci beaucoup. Si je peux juste un dernier mot, oui. Un dernier mot. Le problème, c'est qu'on est quand même dans un contexte, enfin, rappelez-vous, dans ces 20 000 km par an, ça reste quand même pas rien dans les zones peu denses. L'automobile reste quand même le mode de déplacement ultra majoritaire, et que quand l'automobile baisse de 1 ou 2 points, ça veut dire que les autres modes ou les autres utilisations nouvelles de l'automobile sont multipliées par 3, 4 ou 5, que les transports en commun doivent multiplier leur offre par 2. Enfin, voilà, on est quand même dans une disproportion. L'offre de transport par l'automobile. Oui. En plus, si la mobilité augmente, c'est encore plus catastrophique. C'est pas forcé. Si la mobilité générale diminue, on n'a pas un rapport sur. On ne sait pas. Ouais, il y a quand même des tendances lourdes et on n'est quand même pas sorti de la bagnole. Et on serait très curieux de voir ce qui se passe 2012, 2013, 2014, 2015 en statistique, parce qu'il s'est passé aussi des choses. Et on n'imagine pas si le prix de l'essence avait continué à augmenter, peut-être que les courbes auraient continué à plonger. Merci beaucoup en tout cas à vous.